Bonsoir et bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit. Je vais poursuivre la lecture du fauteuil hanté de Gaston Leroux. Quant à moi, j'espère que ce canapé ne l'est pas, sinon ce serait dommage. C'est-à-dire que je mourrais en direct. Et puis ensuite, Caroline, qui reprendra la lecture de ce livre, aura aussi sûrement des problèmes. Donc j'espère que ce n'est pas le cas pour nous. Mais par contre, à l'Académie française, on dirait que ça se passe plutôt mal pour ce fauteuil hanté. Et donc, je vais poursuivre la lecture. Vous pouvez réagir sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag VBN. Alors, je reprends. Donc, monsieur de la Bessière allait s'exprimer. Et alors, d'une voix grave, il dit : nous touchons ici au mystère. Tout ce qui vous entoure et qu'on ne voit pas est mystère. Et la science moderne, qui a, mieux que l'ancienne, pénétré ce que l'on voit, est très en retard sur l'ancienne pour ce que l'on ne voit pas. Qui a pu pénétrer l'ancienne science, a pu pénétrer ce qu'on ne voit pas. On ne voit pas le mauvais sort, mais il existe. Qui nierait la veine ou la déveine? L'une ou l'autre s'attache aux personnes ou aux entreprises ou aux choses avec un acharnement éclatant. Aujourd'hui, on parle de la veine ou de la déveine comme d'une fatalité contre laquelle il n'y a rien à faire. L'ancienne science avait mesuré, après des centaines de siècles d'études, cette force secrète, et il se peut, je dis il se peut, que celui qui serait remonté jusqu'à la source de cette science eût appris d'elle à diriger cette force, c'est-à-dire à jeter le bon ou le mauvais sort, parfaitement. Ah oui, non, d'accord. Il y eut un silence. Tous se taisaient maintenant en regardant le fauteuil. Au bout d'un instant, monsieur le chancelier dit : et monsieur Eliphas de la Nox a-t-il véritablement pénétré ce qu'on ne voit pas ? Je le crois, répondit avec fermeté monsieur Raymond de la Bessière. Sans quoi je n'aurais pas voté pour lui. C'est sa science réelle de la Kabbale qui le faisait digne d'entrer parmi nous. La Kabbale, ajouta-t-il, qui semble vouloir renaître de nos jours sous le nom de pneumatologie, est la plus ancienne des sciences et d'autant plus respectable, il n'y a que les sots pour en rire. Et M. Raymond de la Bessière regarda à nouveau autour de lui, mais personne ne riait plus. La salle, peu à peu, s'était remplie. Quelqu'un demanda : qu'est-ce que le secret de Thoth ? Thoth, répondit le savant, est l'inventeur de la magie égyptiaque. Et son secret est celui de la vie et de la mort. On entendit la petite flûte de monsieur le secrétaire perpétuel. Avec un secret pareil, ça doit être bien vexant de ne pas être élu à l'Académie française. Monsieur le secrétaire perpétuel déclara avec solennité : monsieur Raymond de la Bessière, si monsieur Borigo ou monsieur Eliphas, appelez-le comme vous voulez, cela n'a pas d'importance. Si cet homme a surpris, comme il le prétend, le secret de Thoth, il est plus fort que vous et moi. Je vous prie de le croire, et si j'avais eu le malheur de m'en faire un ennemi, j'aimerais mieux rencontrer sur mon chemin la nuit une troupe de bandits armés qu'en pleine lumière cet homme, les mains nues. Le vieil égyptologue avait prononcé ces derniers mots avec tant de force et de conviction qu'ils ne manquèrent point de faire sensation. Mais monsieur le secrétaire perpétuel reprit avec un petit rire sec. C'est peut-être Thoth qui lui a appris à se promener dans les salons de Paris avec une robe phosphorescente. À ce qu'il paraît qu'il présidait les unions pneumatiques chez la belle Madame de Bithynie, dans une robe qui faisait de la lumière. Chacun, répondit tranquillement monsieur Raymond de la Bessière, chacun a ses petites manies. Que voulez-vous dire ? Demanda imprudemment monsieur le secrétaire perpétuel. Rien, répliqua énigmatiquement monsieur de la Bessière. Seulement, mon cher secrétaire perpétuel,
Permettez-moi de m'étonner qu'un mage aussi sérieux que M. Borigo du Carrey trouve, pour le railler, le plus fétichiste d'entre nous. Moi fétichiste, s'écria M. Hippolyte Patard, en marchant sur son collègue, la bouche ouverte, le dentier en avant, comme s'il avait résolu de dévorer d'un coup toute l'égyptologie. Où avez-vous appris, monsieur, que j'étais fétichiste? En vous voyant toucher du bois, quand vous croyez qu'on ne vous regarde pas. Moi, toucher du bois? Vous m'avez vu, moi, toucher du bois. Plus de 20 fois par jour. Vous avez menti, monsieur. Aussitôt, on s'interposa. On entendit des « Allons, messieurs, messieurs !» et des « Monsieur le secrétaire perpétuel, calmez-vous !» et des « Monsieur de la Bessière, cette querelle est indigne et de vous et de cette enceinte !» Et toute l'illustre assemblée était dans un état de fièvre incroyable. Pour des immortels, seul le grand Loustalot paraissait ne rien voir, ne rien entendre et plongeait maintenant avec conviction sa plume dans sa tabatière. Monsieur Hippolyte Patard s'était dressé sur la pointe des pieds et criait du haut de la tête, ses petits yeux foudroyants, le vieux Raymond. Il nous ennuie à la fin, celui-là, avec son Eliphas, du feu, de Saint-Elme, de Taillarbourg, de la boxe, du bourricot et du careil. Monsieur Raymond de la Bessière, devant une plaisanterie aussi furieuse et aussi déplacée, dans la bouche d'un secrétaire perpétuel, garda tout son sang-froid. Monsieur le secrétaire perpétuel, dit-il, je n'ai jamais menti de ma vie, et ce n'est pas à mon âge que je commencerai. Pas plus tard qu'hier, avant la séance solennelle, je vous ai vu embrasser le manche de votre parapluie. Monsieur Hippolyte Patard bondit, et l'on eut toutes les peines du monde à l'empêcher de se livrer à des voix de fête sur la personne du vieil égyptologue. Il criait « Mon parapluie, mon parapluie ! D'abord, je vous défends de parler de mon parapluie. » Mais monsieur de la Bessière le fit taire en lui montrant d'un geste tragique le fauteuil hanté. « Puisque vous n'êtes pas fétichiste, asseyez-vous donc dessus !» Si vous l'osez. L'assemblée, qui était en rumeur, fut d'un coup immobilisée. Tous les yeux allaient maintenant du fauteuil à M. Hippolyte Patard et de M. Hippolyte Patard au fauteuil. M. Hippolyte Patard déclara « Je m'assirai si je veux. Je n'ai d'ordre à recevoir de personne. D'abord, messieurs, permettez-moi de vous faire remarquer que l'heure d'ouvrir le scrutin est sonnée depuis 5 minutes. » Il regagna sa place, ayant recouvré soudain une grande dignité. Il n'arriva point, cependant, à son pupitre sans que quelques sourires l'accompagnassent. Il les vit, et comme chacun prenait un siège pour la séance qui allait commencer, et que le fauteuil hanté restait vide, il dit de son petit air pincé, l'air du Patard citron, « Les règlements ne s'opposent pas à ce que celui de mes collègues qui désire s'asseoir dans le fauteuil de M. d'Abbeville y prenne place. » Nul ne bougea. L'un de ces messieurs qui avaient de l'esprit soulagea la conscience de tout le monde par cette explication. Il vaut mieux ne pas s'y asseoir par respect pour la mémoire de M. d'Abbeville. Au premier tour, l'unique candidat, Martin Latouche, fut élu à l'unanimité. Alors, M. Hippolyte Patard ouvrit son courrier et il eut la joie qui le consola de bien de choses de ne pas y trouver des nouvelles de M. Martin Latouche. Servilement, il reçut de l'Académie la mission exceptionnelle d'aller annoncer lui-même à M. Martin Latouche l'heureux événement. Ça ne s'était jamais vu. « Qu'est-ce que vous allez lui dire ?» demanda le chancelier à M. Hippolyte Patard, monsieur le secrétaire perpétuel, dont la tête se troublait un peu à la suite de toutes ces ridicules histoires, répondit vaguement « Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise ? Je lui dirai du courage, mon ami. » Et c'est ainsi que ce soir-là, sur le coup de 10 heures, une ombre qui semblait prendre les plus grandes précautions pour n'être point suivie, se glissait sur les trottoirs déserts de la vieille place Dauphine
et s'arrêtait devant une petite maison basse dont elle fit résonner le marteau assez lugubrement dans cette solitude. La boîte qui marche. Monsieur Hippolyte Patard ne sortait jamais après son dîner. Il ne savait pas ce que c'était que de se promener la nuit dans les rues de Paris. Il avait entendu dire, et il avait lu dans les journaux, que c'était très dangereux. Quand il rêvait de Paris la nuit, il apercevait des rues sombres et tortueuses qu'éclairait çà et là une lanterne et que traversaient des ombres louches à l'affût des bourgeois comme au temps de Louis XV. Or, comme monsieur le secrétaire perpétuel continuait d'habiter au vilain carrefour Bussy, un petit appartement qu'aucun triomphe littéraire, qu'aucune situation académique n'avait pu lui faire quitter, monsieur Hippolyte Patard, cette nuit-là où il se rendit à la silencieuse place Dauphine, par d'antiques rues étroites, les quais déserts et l'inquiétant Pont-Neuf, ne trouva aucune différence entre son imagination et la lugubre réalité. Aussi avait-il peur. Avait-il peur des voleurs et des journalistes surtout. Il tremblait à l'idée que quelque gastier le surprit, lui, monsieur le secrétaire perpétuel, faisant une démarche nocturne chez le nouvel académicien Martin Latouche. Mais il avait préféré, pour une aussi exceptionnelle besogne, l'ombre propice à l'éclat du jour. Et puis, pour tout dire, M. Hippolyte Patard se dérangeait moins cette nuit-là pour annoncer officiellement, malgré tous les usages à Martin Latouche, qu'il était élu, événement du reste que Martin Latouche ne devait plus ignorer. Que pour apprendre de Martin Latouche lui-même s'il était vrai qu'il eût déclaré qu'il ne s'était pas représenté et qu'il refusait le fauteuil d'Abbeville. Car telle était la version des journaux du soir. Si elle était exacte, la situation de l'Académie française devenait terrible et ridicule. Monsieur Hippolyte Patard n'avait pas hésité. Ayant lu l'affreuse nouvelle après son dîner, il avait mis son pardessus et son chapeau, pris son parapluie et il était descendu dans la rue. Dans la rue toute noire. Et maintenant, il tremblait sur la place Dauphine, devant la porte de Martin Latouche dont il avait soulevé le marteau. Le marteau avait frappé, mais la porte ne s'était pas ouverte. Et il sembla bien à monsieur le secrétaire perpétuel qu'il avait aperçu sur sa gauche, à la lueur vacillante d'un réverbère, une ombre bizarre, étonnante, inexplicable. Certainement, il avait vu comme une boîte qui marchait. C'était une boîte carrée qui avait de petites jambes et qui s'était enfuie dans la nuit, sans bruit. Au-dessus de la boîte, monsieur Patard n'avait rien vu, rien distingué. Une boîte qui marche, la nuit, place Dauphine. Monsieur le secrétaire perpétuel frappa du marteau sur la porte avec frénésie. Et c'est à peine s'il osa jeter un nouveau coup d'œil du côté où s'était produite cette étrange apparition. Un petit Judas venait de s'ouvrir et de s'éclairer dans la porte vétuste de l'immeuble habité par Martin Latouche. Un jet de lumière vint frapper en plein le visage effaré de monsieur le secrétaire. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » demanda une voix rude. « C'est moi, monsieur Hippolyte Patard. »« Patard, secrétaire perpétuel, académie. » À ce mot, académie, le Judas se referma avec fracas et monsieur le secrétaire perpétuel se trouva à nouveau isolé sur la silencieuse place. Puis, tout à coup, sur sa droite, cette fois, il revit passer l'ombre de la boîte qui marche. La sueur coulait maintenant tout au long des joues maigres du délégué extraordinaire de l'illustre compagnie. Et il est juste de dire à la louange de monsieur Hippolyte Patard que l'émotion à laquelle il était prêt à succomber, dans cette minute cruelle, lui venait moins de la vision inouïe de la boîte qui marche et de la peur des voleurs que de l'affront que l'Académie française tout entière venait de subir dans la personne de son secrétaire perpétuel. La boîte aussitôt apparue, avait redisparu.
Défaillant, le malheureux jetait autour de lui des regards vagues. Ah, la vieille place avec ses trottoirs exhaussés, à escalier, ses façades mornes, trouées de fenêtres immenses dont les carreaux noirs et nus semblaient garder inutilement des courants d'air, les vastes pièces abandonnées depuis des années sans nombre. Les yeux éplorés de M. Hippolyte Patard fixèrent un moment par-delà les toits aigus la voûte céleste où glissaient les nuées lourdes et puis redescendirent sur la terre, tout juste pour revoir dans l'espace qui s'étend devant le palais de justice, éclairé par un bref rayon de lune, la boîte qui marche. À la vérité, elle courait de toute la force de ses petites jambes du côté de l'horloge, et c'était diabolique. Le pauvre homme toucha désespérément des deux mains le manche de son parapluie, et soudain, il sursauta. Quelque chose venait d'éclater derrière lui, une voix de colère. « C'est encore lui, c'est encore lui. Ah, je vais lui administrer une de ces volées !» Monsieur Hippolyte Patard s'accrocha au mur, les jambes molles, sans force, incapable de pousser un cri. Une espèce de bâton, quelques manches à balai tournoyaient au-dessus de sa tête. Il ferma les yeux, prêt au trépas, offrant sa mort à l'Académie. Et il les rouvrit. Étonné d'être encore en vie, le manche à balai, toujours tournoyant au-dessus d'une envolée de jupes, s'éloignait, accompagné d'un bruit précipité de galoches qui claquaient sur les trottoirs. Ce balai, ces cris, ces menaces n'étaient donc point pour lui. Il respira, mais d'où était sortie cette nouvelle apparition? Monsieur Patard se retourna, la porte derrière lui était entr'ouverte. Il la poussa et entra dans un corridor qui le conduisit à une cour où s'était donné rendez-vous toute la bise d'hiver. Il était chez Martin Latouche. Monsieur le secrétaire perpétuel s'était documenté. Il savait que Martin Latouche était un vieux garçon, qui n'aimait au monde que la musique et qui vivait avec une vieille gouvernante qui, elle, ne la supportait pas. Et qui vivait avec une vieille gouvernante qui, elle, ne la supportait pas. Cette gouvernante était fort tyrannique et elle avait la réputation de mener la vie dure au bonhomme. Mais elle lui était dévouée plus qu'on ne saurait dire. Et quand il avait été bien sage, elle le cajolait en revanche, comme un enfant. Martin Latouche subissait ce dévouement avec la résignation d'un martyr. Le grand Jean-Jacques, lui aussi, connut des épreuves de ce genre et cela ne l'a pas empêché d'écrire la nouvelle Héloïse. Martin Latouche, malgré la haine de Babette pour la mélodie et les instruments avant, n'en avait pas moins rédigé fort correctement, en 5 gros volumes, une histoire de la musique qui avait obtenu les plus hautes récompenses à l'Académie française. Monsieur Hippolyte Patard s'arrêta dans le couloir à l'entrée de la cour, persuadé qu'il venait de voir sortir et d'entendre la terrible Babette. Il pensait bien qu'elle allait revenir. C'est dans cet espoir qu'il se tint coi, n'osant appeler de peur de réveiller peut-être des locataires irascibles et ne risquant point dans la cour de peur de se rompre le cou. La patience de monsieur le secrétaire perpétuel devait être récompensée. Les galoches claquèrent à nouveau et la porte d'entrée fut refermée bruyamment. Et aussitôt, une forme noire vint se heurter contre le timide visiteur. « Qui est là ? » ?»« C'est moi, Hippolyte Patard, Académie secrétaire perpétuel, » fit une voix tremblante. « Oh, Richelieu, qu'est-ce que vous voulez ? Monsieur Martin Latouche, il n'est pas là, mais entrez tout de même, j'ai quelque chose à vous dire. » Et monsieur Hippolyte Patard fut poussé dans une pièce dont la porte s'ouvrait sous la voûte. Le pauvre secrétaire perpétuel s'aperçut alors, à la lueur d'un quinquet qui brûlait sur une table grossière en bois blanc et qui éclairait contre le mur toute une batterie de cuisine qu'on l'avait fait entrer dans l'office. La porte avait claqué derrière lui. Et devant lui, il voyait un ventre énorme, recouvert d'un tablier à carreaux et 2 poings, appuyés sur 2 formidables hanches. L'un de ces poings tenait toujours le manche à balai.
Au-dessus, dans l'ombre, une voix, la voix de Rogome, vers laquelle M. Hippolyte Patard n'osait pas lever les yeux, disait « Vous voulez donc le tuer ?» Et ceci était dit avec un accent particulier à l'Aveyron, car Babette était de Rodez, comme Martin Latouche. Monsieur Hippolyte Patard ne répondit pas, mais il tressaillit, et la voix reprit. « Dites, monsieur le Perpétuel, vous voulez donc le tuer ?» Monsieur le Perpétuel secoua énergiquement la tête en signe de dénégation. « Non !» finit-il par oser dire. « Non, madame, je ne veux pas le tuer, mais je voudrais bien le voir. » « Eh bien, vous allez le voir, monsieur le Perpétuel, parce qu'au fond, vous avez une bonne tête d'honnête homme qui me revient. Vous allez le voir, car il est ici. Mais auparavant, il faut que je vous parle. C'est pour ça qu'il faut me pardonner, monsieur le Perpétuel, d'avoir fait entrer un homme comme vous dans mon office. » Et la terrible Babette, ayant enfin déposé son manche à balai, fit signe à monsieur Hippolyte Patard de la suivre au coin d'une fenêtre où ils se trouvèrent chacun une chaise. Mais avant que de s'asseoir, la Babette alla cacher son quinquet tout derrière la cheminée de telle sorte que le coin où elle avait entraîné monsieur le Perpétuel se trouvait plongé dans une nuit opaque. Puis elle revint et tout doucement ouvrit l'un des volets intérieurs qui fermait la fenêtre. Alors un pan de fenêtre apparut avec ses barreaux de fer et un peu de la lueur tremblotante du réverbère abandonné sur le trottoir d'en face, ayant glissé à travers ses barreaux, la figure de Babette en fut doucement éclairée. Monsieur le secrétaire perpétuel la regarda et fut rassuré. Bien que toutes les précautions prises par la vieille servante n'eussent point manqué de l'intriguer et même de l'inquiéter, cette figure qui devait être, dans certains moments, bien redoutable à voir, exprimait dans cette sombre minute une douceur apitoyée qui donnait confiance. « Monsieur le Perpétuel, dit la Babette en s'asseyant en face de l'académicien, ne vous étonnez pas de mes manières, je vous mets dans le noir pour surveiller le vieilleux. Mais il ne s'agit pas de ça pour le moment. Pour le moment, je ne veux vous dire qu'une chose. » Et la voix de Rogome se fit entendre jusqu'aux larmes. « Voulez-vous le tuer ?» Ce disant, la Babette avait pris dans ses mains les mains d'Hippolyte Patard, qui ne les retira point, car il commençait d'être profondément ému par cet accent désolé qui venait du cœur en passant par l'Aveyron. « Écoutez, » continua la Babette, « je vous le demande, monsieur le Perpétuel, je vous le demande bien sincèrement. En votre âme et conscience, comme on dit chez les juges, est-ce que vous croyez que toutes ces morts-là, c'est naturel? Regardez-moi, monsieur le Perpétuel. » À cette question, à laquelle il ne s'attendait pas, monsieur le Perpétuel sentit un certain trouble. Mais au bout d'un instant, qui parut bien solennel à la Babette, il répondit d'une voix affermie. « En mon âme et conscience, oui, je crois que ces morts sont naturelles. » Il y eut encore un silence. « Monsieur le Perpétuel, fit la voix grave de Babette, vous n'avez peut-être pas assez réfléchi. Les médecins, madame, ont déclaré... Les médecins se trompent souvent, monsieur, on a vu ça en justice. Songez-y, monsieur le Perpétuel. Écoutez, je vais vous dire une chose. On ne meurt pas comme ça, tout d'un coup, au même endroit, à deux, en disant quasi les mêmes paroles, à quelques semaines de distance, sans que ça ait été préparé. » La Babette, dans son langage plus expressif que correct, avait admirablement résumé la situation. Monsieur le secrétaire perpétuel en fut frappé. « Qu'est-ce que vous croyez donc ?» demanda-t-il. « Je crois que votre Eliphas de la Nox est un vilain sorcier. Il a dit qu'il se vengerait et il les a empoisonnés. Le poison était peut-être dans la lettre, vous ne me croyez pas ? Ça n'est peut-être pas ça, mais monsieur le Perpétuel, écoutez-moi bien, c'est peut-être autre chose. Je vais vous poser une question. En votre âme et conscience, si en faisant son compliment, monsieur Latouche tombait mort comme les deux autres, croiriez-vous toujours que c'est naturel ? » ?»« Non, je ne le croirais pas, répondit sans hésiter monsieur Patard. En votre âme et conscience, en mon âme et conscience. Eh bien, moi, monsieur le Perpétuel, je ne veux pas qu'il meure. Mais il ne mourra pas, madame. Qu'est-ce qu'on a dit pour ce monsieur d'Aulnay, et il est mort. Ce n'est pas une raison pour que monsieur Latouche, possible. En tout cas, moi, je lui ai défendu de se présenter à votre académie. Mais il est élu, madame, il est élu. Non, puisqu'il ne s'est pas présenté, c'est ce que j'ai répondu à tous les journalistes qui sont venus ici. Il n'y a pas à se dédire. Comment il ne s'est pas présenté? Mais nous avons des lettres de lui. Ça ne compte plus.
Et puis la dernière fois qu'il vous a écrit, hier soir, devant moi, aussitôt qu'on a eu appris la mort de ce monsieur d'Aulnay, il l'a écrite là, devant moi. On ne dira pas le contraire. Et vous avez dû la recevoir ce matin, il me l'a lue. Il disait qu'il ne se présentait plus à l'académie. Je vous jure, madame, que je ne l'ai pas reçue, déclara monsieur Hippolyte Patard. Babette attendit avant de répondre, puis elle se décida. Je vous crois, monsieur le perpétuel. La poste, énonça monsieur Patard, fait quelquefois mal son service. Non, répondit avec un soupir Babette, non, monsieur le perpétuel, ça n'est pas ça. Vous n'avez pas reçu la lettre parce qu'il ne l'a pas mise à la poste. Et elle poussa un nouveau soupir. Il avait tant envie d'être de votre académie, monsieur le perpétuel. Et la Babette pleura. Oh, ça lui portera malheur, ça lui portera malheur. Dans ses larmes, elle disait encore, j'ai des pressentiments, des hantises qui ne trompent pas. N'est-ce pas, monsieur le perpétuel, que ce ne sera pas naturel s'il mourait comme les autres? Alors ne faites pas tout pour qu'il meure comme les autres, ne lui faites pas faire son compliment. Ça, répondit tout de suite monsieur Hippolyte Patard, dont les yeux étaient humides, ça c'est impossible, il faut bien que quelqu'un finisse par prononcer l'éloge de monsieur d'Abbeville. Moi, ça m'est égal, répliqua Babette. Mais lui, hélas, il ne pense qu'à ça, à faire des compliments de monsieur d'Abbeville. Il n'est pas méchant pour un sou. Des compliments, il lui en fera. C'est pas ça qui le retiendra d'être de votre académie. Mais j'ai des hantises, je vous dis. Tout à coup, la Babette s'était arrêtée de pleurer. Chut, fit-elle. Elle fixa maintenant d'un air farouche le trottoir d'en face. Monsieur le secrétaire perpétuel suivit ce regard et il aperçut alors, en plein sous le réverbère, la boîte qui marche. J'ai peur, au secours. Bon, voilà, je vais continuer l'histoire la prochaine fois. J'espère que vous n'êtes pas tout seul chez vous. Je vous embrasse très fort.